Et bienvenue sur RTL.fr pour ce chat exceptionnel avec Guillaume Musso. Guillaume, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Eh bien, merci d'avoir relevé le défi de ce dialogue avec les internautes. Vous êtes très nombreux en direct à vouloir dialoguer avec Guillaume Musso, à lui avoir posé des questions, nous en avoir envoyé tout au long de la journée. Et nous allons en poser le plus possible. Donc je ne vais pas tergiverser plus longtemps. Je vais me réserver d'abord le privilège de la toute première question. Pourquoi ce titre? C'est une question toute simple, toute bête, mais pourquoi ce titre? L'appel de l'ange. Alors, l'appel de l'ange, la réponse à votre question est donnée page 261 du roman, mais Alors attendez. je vous la donne. Non, mais c'est la grand-mère de l'héroïne, Madeleine, qui lui disait, voilà, le jour où tu rencontreras l'homme de ta vie, tu le sauras, et tu le sauras comment? Ben, tu auras l'impression qu'un ange te le murmure à l'oreille. Et donc, c'est cette formule poétique de la grand-mère de l'héroïne qui sert de titre au roman. D'accord. Alors on voit d'ailleurs sur la couverture donc un fauteuil type années C'est 70, ça, oui. une femme a priori Oui, avec un revolver. oui, c'est une ancienne flic en fait. D'accord. C'est mon héroïne qui en apparence est une gentille fleuriste parisienne qui vit dans sa petite boutique, enfin qui travaille dans sa petite boutique de fleurs à Montparnasse, mais qui a un passé torturé et qui était flic quelques années auparavant. Et l'histoire du roman, ça va être son passé qui va ressurgir. C'est pour ça qu'il y a ce revolver. Il y a le revolver et il y a également un téléphone. C'est également une des Oui, clés de l'histoire, c'est le vrai que téléphone. le roman commence par une sorte de rencontre-collision entre donc cette jeune fleuriste parisienne et un restaurateur californien qui se croisent à l'aéroport de New York et qui, par mégarde, échangent leur téléphone portable. Et quand ils prennent conscience de leur méprise, lui est rentré en Californie, elle est en France, donc ils sont à 10 000 km l'un de l'autre. Et à partir de là, chacun se met à fouiller un petit peu dans le téléphone de l'autre et les deux personnages vont découvrir que même s'ils ne se connaissent pas, ils sont liés par un secret qui a rapport avec leur passé, qui est un petit peu douloureux, un petit peu torturé. Très bien. Tout de suite, sans plus tarder, la première question, posez-les toutes vos questions. Il faut se connecter au chat juste en dessous de l'image que vous avez et puis posez vos questions. Toutes vos questions. Alors, je commence par Patricia. Patricia qui vous demande, vous mettrez-vous à écrire des romans policiers maintenant que vous avez commencé avec l'appel de l'ange? C'est vrai que moi, je suis très attaché à innover chaque année. J'aime pas ressortir la même histoire. Et donc là, le défi, c'était de partir comme une comédie romantique par la rencontre entre ces deux personnages et glisser petit à petit vers le monde de l'enquête, vers le monde du thriller. Et c'est vrai que j'y ai pris un plaisir énorme et c'est vrai que j'ai très envie d'y retourner. Alors pas pour ne faire que ça, mais c'est vrai que à la fois je lis beaucoup de thrillers, j'en vois beaucoup. J'aime avoir peur, j'aime le côté déduction qu'il peut y avoir dans les enquêtes et donc la fin du roman est suffisamment ouverte pour que on se dise que bah, il n'est pas impossible de retrouver les deux protagonistes dans une nouvelle enquête. D'accord. J'ai Thierry qui pose une question qui fait sûrement référence à un des héros. Parce que je crois qu'un des héros, un certain monsieur l'Empereur, est Oui, ancien chef. c'est C'est ça. ça? Oui. Alors Thierry, justement, si vous n'aviez pas été écrivain, est-ce que vous auriez été chef cuisinier? Oui, c'est vrai que ça m'aurait beaucoup plu. Je suis passionné par la cuisine, par la créativité comme ça de certains grands chefs. J'en ai rencontré. Pour me documenter, j'ai eu une conversation avec le chef pâtissier Pierre Hermé qui m'a un petit Mhm. peu éclairé sur la façon qu'il avait de créer certains de ses desserts. Et c'est vrai que pour moi, il y a un parallèle entre la créativité de certains chefs cuisiniers et la créativité de l'auteur de romans. En fait, cette volonté d'innover, ce respect aussi pour certains maîtres, et surtout bah, la volonté d'être tourné vers les autres. Pour eux, leurs clients, Mhm. les gens qui viennent dans leur restaurant, pour moi, mes lecteurs.
Les lecteurs qui peuvent être des clients de restaurants et vice-versa Aussi, bien également. sûr. Euh, Petite mime, chacun de vos livres est un bon moment de lecture. Alors quel est votre secret? Est-ce qu'il y a un secret, Guillaume Musso? Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Enfin, moi, mon seul moteur, c'est à chaque fois prendre du plaisir dans l'écriture, qui est vraiment une liberté incroyable. Et essayer d'écrire le livre que j'aimerais lire, moi, en tant que lecteur. Donc, mon but, c'est vraiment proposer un moment comme ça de divertissement, une expérience de lecture. Et voilà, moi, ce qui me fait plaisir, c'est lorsqu'on me dit, ben voilà, pendant 5 ou 6 heures, j'ai décroché de mon quotidien, je me suis laissé embarquer dans votre histoire, comme on se laisse embarquer dans un bon film. Euh, j'ai loupé ma station de métro, ou je devais me lever tôt le lendemain, et finalement, à force de tourner les pages, je me suis couché à 4 heures du matin. Donc voilà, donc c'était ce que j'aimais aussi, moi, quand j'étais adolescent, quand j'ai découvert des gens comme Stephen King, comme Barjavel, cette littérature de l'imaginaire. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver dans les messages qui sont en dessous de l'image que vous voyez. Les commentaires sont des messages vraiment, vraiment sympathiques. Alors je vais juste en dire quelques-uns. Je vous ai découvert il y a peu, j'ai tout lu, je ne regrette pas. Marie. Isa justement qui fait référence au lecteur que vous aimez Oui, bien avoir bien quand même. sûr. Je passe des nuits blanches avec vous, Guillaume, des nuits blanches merveilleuses dont je sors toujours heureuse. À quand une nouvelle nuit, rien que tous les deux? Peut-être avec l'appel de l'ange, Isa. Ou encore, bravo, 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 vous êtes un auteur magique. Donc on va continuer de dérouler des messages, des commentaires, des encouragements en dessous de l'image. Euh, ça ne... C'est toujours un grand bonheur de les lire. En tout Ah, cas, bien sûr. Ah, moi, c'est. J'écris toujours en direction du lecteur, et je le dis vraiment sans démagogie aucune. C'était vrai dès mon premier roman. Voilà, j'aime les histoires, j'aime les rebondissements, j'aime embarquer en fait, voilà, le lecteur dans mes univers. Gabriella qui rebondit sur votre réponse sur la cuisine. Oui. D'où sont venues toutes ces idées de plats? Est-ce de vous? Oui, je les ai inventés pour la plupart, mais j'ai beaucoup lu, alors je suis beaucoup allé aussi dans les, Dans les les restaurants. restaurants. Euh, oui, il y avait aussi cette volonté d'incorporer parfois des recettes à base de fleurs, en fait, puisque elle est fleuriste, et en fait, elle s'aperçoit que l'une des spécialités de ce chef, c'était justement de créer des plats originaux, souvent à base de fleurs. Et moi, c'est vrai que je peux faire une centaine de kilomètres pour aller découvrir à une petite adresse un restaurant qu'un ami m'aurait conseillé. Enfin, je suis très, très demandeur comme ça, et très, très curieux de saveurs nouvelles, de voyages gustatifs nouveaux. Alors, est-ce qu'on verra un livre de cuisine ou un livre de recettes, Guillaume Musso? Je pense pas, mais en tout cas, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on voit Jonathan l'Empereur dans un de mes romans. Viendrez-vous à Rouen pour dédicacer votre dernier roman? C'est Patricia qui le demande. Alors, ça n'est pas prévu à Rouen. Par contre, il y a beaucoup d'autres dates de dédicaces que vous pouvez retrouver sur mon site. D'accord, donc sur le site guillaumemusso.com. guillaumemusso.com. Suzy87, vous considérez-vous comme un auteur à filles? Car elle constitue une part essentielle de votre lectorat, non? Alors, c'était très vrai. Depuis 2 ans, ça l'est beaucoup moins. Je vois que je reçois de plus en plus de courriers de la part d'hommes. Il y en a aussi de plus en plus dans les séances de signature. Je pense que les hommes aiment bien en fait à la fois la partie un peu plus thriller de mes romans, la partie euh, Un peu plus noir peut-être, oui, ouais. oui, et aussi beaucoup de mes héros sont quand même un petit peu cabossés par la vie, ont eu des expériences amoureuses malheureuses. Là, dans ce livre-là, on a un père finalement qui, après le divorce de sa femme, a un peu de la difficulté à élever son fils. Il a l'impression d'être
un mauvais père, de pas savoir très bien comment s'y prendre. Et là, j'ai reçu pas mal de témoignages déjà d'hommes qui me disaient, ah ben tiens, je me suis vraiment retrouvé à travers ce personnage-là. Vraiment, mais mes lecteurs sont, enfin, il y a un éventail vraiment très très large. Ça va je reçois des courriers de parfois d'adolescents de 13-14 ans qui souvent ont lu mes romans guidés par leur professeur de français. Et j'ai reçu récemment une lettre d'une grand-mère de 97 ans qui avait écrit comme ça à la main en grosses lettres parce qu'elle avait une vue un petit peu déficiente. Et oui, donc ça me touche. Et de voir finalement qu'une même histoire peut toucher comme ça des générations complètement différentes, ça m'interpelle et ça me fait plaisir. Ange, qui vous pose une question donc sur rtl.fr. Guillaume Musso, tous vos livres sont de véritables événements en librairie. Comment parvenez-vous à gérer ce succès? Et vous attendiez-vous à avoir un tel impact? Non, alors on s'attend jamais du tout au succès, hein. Ouais. Donc c'est venu essentiellement par le bouche à oreille, en fait. Les gens se sont conseillés mes romans, notamment lorsque le premier a commencé à sortir en édition de poche, où là vraiment on a vu qu'il y avait cet engouement-là de la part des lecteurs. Après, gérer le succès, la meilleure façon, c'est de continuer à travailler beaucoup, à, à se dire voilà, que j'ai une chance incroyable et tout faire pour la mériter. Et pour la mériter, c'est écrire d'autres livres en travaillant d'arrache-pied pour à la fois pour innover et pour à chaque fois essayer voilà, de créer des histoires et des personnages nouveaux. Bon voilà, j'ai cette chance que finalement ma passion entre euh, en communion finalement avec la sensibilité d'un grand nombre de personnes. De 14 à 97 ans, Voilà, au moins, pour ceux qui se manifestent en tous les cas. c'est ça. Euh, Audrey, êtes-vous intéressée par l'écriture de romans historiques? Je crois que j'en serais incapable. Ouais. Enfin, l'histoire m'intéresse beaucoup, mais non, voilà, je pense pas être capable de situer. Alors, il y a une de mes, il y a un de mes romans qui s'appelle Seras-tu là, qui parle de voyage dans le temps et qui se passe quand même entre la période actuelle et les années 70. Mais en tout cas, je serais incapable d'écrire, je pense, un roman sur une période plus reculée dans l'histoire. Je pense qu'il faut savoir rester dans ce qu'on sait faire. À la fois, moi, l'époque actuelle me fascine, c'est-à-dire elle me passionne dans ce qu'elle a de meilleur, dans ce qu'elle a de pire. Enfin, on vit quand même un moment historique, je trouve, qui est assez, assez inédit, des révolutions technologiques, politiques, des comportements amoureux, familiaux, nouveaux. Moi, voilà, j'adore essayer de capter l'air du temps, j'ai ce goût des autres. Donc, l'époque contemporaine, moi, m'intéresse. J'ai été pendant 10 ans professeur d'économie et de sociologie, donc l'actualité m'a toujours intéressé. Et donc, pour l'instant, mes projets de romans sont plutôt sur l'époque contemporaine. Reste axé sur le temps présent, ouais, plus que Voilà. le passé. Marc Perlz, désolé si je prononce mal. Avez-vous la peur de la page blanche? Et pensez-vous qu'un jour le sentiment de ne plus rien avoir à dire ou écrire vous prendra? Alors, c'est le thème de mon roman précédent qui s'appelle La fille de papier, dans lequel le héros est un écrivain qui, justement, n'arrive plus à écrire. Par bonheur, moi, je n'ai jamais connu cette, cette phase-là. J'ai toujours, en fait, une dizaine d'idées d'histoires qui sont dans ma tête, le plus souvent qui remontent à l'adolescence. Alors, c'est des embryons, hein,
des projets, certains désirs, certains personnages, certaines scènes. Et donc, en fait, la maturation des romans est beaucoup plus longue que leur écriture. Celui-là, ça fait 4 ans que j'y pense. Le précédent, ça faisait au moins 10 ans. Donc je pense que j'ai suffisamment de matière et surtout d'envie, de désir, en fait, d'écrire d'autres livres. Ouais. Et du coup, vous avez plus ou moins répondu déjà à Nico, mais Nico qui se demande combien de temps pour trouver une idée de roman. Alors, Sachant que vous en avez 10 en même temps. une idée, elle peut naître, hein, de rien, d'une rencontre, de quelque chose que vous pouvez saisir au vol comme ça, dans un café, dans un aéroport. Donc, l'idée en elle-même, voilà. Après, toutes les idées ne peuvent pas déboucher sur des histoires non plus, mais quand une idée après se met à être suffisamment obsédante, si vous avez eu une idée que vous l'avez encore 2 ans après, c'est que forcément, voilà, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être autre chose. Après, la rédaction en elle-même, moi, d'un roman, alors ça dépend des romans. Là, par exemple, le dernier m'a pris 10 mois, 10 mois d'écriture avec quelques semaines comme ça de repérage ou de. Je suis allé par exemple j'ai suivi un fleuriste, je l'ai accompagné à Rungis, j'ai regardé un petit peu comment il travaillait dans son magasin. Donc il y a aussi un travail qui s'apparente aussi un petit peu au travail de journaliste, voilà, dans le côté repérage, dans le côté interview un peu de. Là, c'était d'artisan, mais voilà, la partie écriture, 10 mois, et la partie maturation, ça peut être 4 ans comme ça peut être Ouais. 10 ans. Et ça veut dire qu'en ce moment, vous avez déjà plein d'autres idées de plein d'autres Oui, romans mais que vous je faites. ne sais pas encore exactement, voilà, quel sera le prochain. C'est un peu comme dans une histoire d'amour. Il y a souvent, enfin parfois il y a la bonne personne, mais c'est pas le bon moment. Et parfois quand c'est le bon moment, la personne n'est plus là. Ben là c'est pareil. Il faut la bonne histoire. Il faut être à un moment de sa vie où vous sentez que vous êtes capable finalement de traiter l'histoire en question, et surtout que vous avez envie de vous immerger 15 heures par jour pendant presque un an Ouais. dans cette histoire, dans ce thème et avec ces personnages. Oui, c'est vrai que c'est un véritable sacerdoce quand même quand on y pense. 15 heures par C'est jour sur un, une seule. et c'est un grand plaisir Ouais. aussi, hein. Alors à quel âge avez-vous commencé à écrire? J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans. J'étais en classe de seconde, et mon professeur de français, qui s'appelait Monsieur Casanova, euh, avait organisé un concours de nouvelles. Donc il demandait à chaque élève d'écrire une courte histoire, et ensuite toute la classe lisait les nouvelles, et on votait pour élire la meilleure nouvelle. Et j'avais gagné ce concours, et vraiment ça avait bouleversé ma vie, parce que de voir que quelque chose comme ça sorti de mon imaginaire pouvait avoir une résonance chez les autres, ça avait provoqué vraiment quelque chose d'intéressant. Moi, alors je savais pas si ça allait déboucher sur le journalisme, sur écrire des pièces de théâtre, des scénarios, des romans, mais en tout cas il y avait ce goût pour les histoires, et surtout pour les transmettre aux autres, en fait. Et Et donc, vous vous souvenez du thème de la première nouvelle? bien sûr, oui, c'était à la fois c'était un hommage à Alfred Hitchcock. La nouvelle s'appelait Fenêtre sur rue. Il y avait, je lisais beaucoup Stephen King et Alain Fournier Mm. à l'époque, donc il y a un mélange comme ça de fantastique, un côté onirique. Euh, je lisais Émilie Brontë aussi, donc il y avait une espèce d'histoire liée à la passion aussi. Donc en fait des choses qui continuent en fait à m'intéresser aujourd'hui. Donc les graines étaient déjà là à l'époque. Nico sur le chat qui vous demande de lui raconter votre rencontre avec votre éditeur. Comment ça s'est passé? Ma rencontre avec mon éditeur, en fait, je l'avais écouté dans une émission à la radio. Je l'avais écouté parler.
il était invité, comme ça, il répondait à une interview. Et le fait de voir, je me souviens, il avait parlé comme ça de son amour de la littérature populaire de qualité, Alexandre Dumas, Hugo. Il venait de monter une maison d'édition nouvelle et donc il disait qu'il recherchait voilà, des auteurs nouveaux et, et je lui avais envoyé en fait 80 pages du roman que j'étais en train d'écrire, suivi d'un synopsis et voilà, ça avait été le prélude C'est-à-dire qu'il vous a à appelé la des rencontre. réceptions un petit Il peu m'a appelé, longtemps oui, après. oui, non, assez rapidement après, en disant que voilà qu'il avait aimé cette façon moderne de raconter des histoires. Donc c'est comme ça que les choses se sont faites. Et alors, est-ce que vous pensez garder ce rythme de un livre par an? Ça, c'est une Il n'y a, question de Corinne. y a pas de rythme, hein, il n'y a pas de. Vous savez, moi j'ai été professeur pendant 10 ans, donc j'ai quand même j'ai la culture du travail. Il y a cette idée, enfin je déteste l'oisiveté, c'est quelque chose qui m'angoisse. À la fois j'ai cette passion et la possibilité comme ça de l'exercer à présent à plein temps. Donc c'est un bonheur de pouvoir écrire tous les jours ou presque. Et bon, c'est vrai que là, il y a eu une sorte de rendez-vous presque annuel qui s'est mis en place. C'est vrai que ça structure aussi, moi, mon rythme d'écriture. Ça me permet voilà, d'avoir un cycle qui, quelque part, est rassurant, qui, quelque part, vous force aussi à travailler tous les jours. Enfin, c'est un. Il y a rien qui est. Il y a pas. Je me suis jamais dit, il faut écrire un, un roman par an. Je dis, Mm. mes romans sortent lorsqu'ils sont prêts. Euh, Après, je me vois mal travailler pendant 5 ans tous les jours sur le même livre. En tout cas, pour le type d'histoire que j'ai en tête. C'est-à-dire que c'est tellement absorbant que je sais que certains membres de ma famille, finalement, m'avaient fait la réflexion en disant, mais tu passes 15 à 16 heures par jour avec des personnages qui vivent dans un monde imaginaire, et finalement, tu vis davantage dans un monde imaginaire Oui, que que dans dans le la monde vie réel. réelle avec nous. Donc, donc dans ce monde imaginaire-là, je me sens capable d'y rester 1 an, peut-être plus, mais rester 5 ans comme ça, plonger constamment dans le même univers, je pense que ça doit être assez dur. Posez vos questions, toutes vos questions sur rtl.fr. Faites comme Élise. Élise qui pose une question. Alors, elle est longue. Allons-y. Bonjour, j'ai déjà 5 de vos livres et c'est sans surprise que dans l'appel de l'ange, j'ai rencontré à nouveau de la drogue. Oui. Est-ce que vous voulez envoyer un message? Vous n'avez pas peur que vos lecteurs en aient assez de toujours entendre parler de drogue? Alors c'est vrai que alors je m'étais jamais vraiment posé comme ça la question. C'est vrai il y a le problème des addictions, c'est vrai qu'ont certains personnages dans mes romans. Euh, Sûrement parce que c'est un thème finalement assez contemporain. Ça doit être en tout cas quelque chose d'inconscient parce que je m'étais jamais. Enfin, c'est une question qu'on m'avait finalement jamais posée. Ça n'est jamais le thème principal hein, des romans. Après, voilà, parmi les sujets actuels, c'est vrai que c'est un thème qui revient en filigrane, hein, disons. C'est un thème très contemporain finalement. Oui, et bon, finalement, il y a drogue et drogue. Enfin, moi c'est le côté addiction qui m'intéresse, mais je sais que par exemple, dans mon avant-dernier roman, où même l'amour est envisagé finalement comme une drogue, avec l'amour est finalement ambivalent, c'est-à-dire c'est la chose qui vous met
dans l'euphorie au moment où vous tombez amoureux. Et quand l'amour s'en va, voilà, vous êtes en état de manque, vous êtes, voilà, vous pouvez tomber en dépression. Et donc c'est ce côté aussi ambivalent de l'amour qui s'apparente effectivement aux effets que peuvent avoir certaines drogues ou l'alcool ou voilà pourquoi c'est en filigrane finalement dans mes romans. Charline du 95 qui vous titille sans doute, est-ce qu'il vous arrive de lire des livres de Marc Lévy? J'en ai lu quelques-uns. Je sais qu'on est parfois comparé. C'est quelqu'un que j'aime bien, c'est quelqu'un que je respecte. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps. C'est très bien entendu. Alors, à la fois, on n'est pas de la même génération, mais on a des points communs, notamment un amour pour la ville de New York. Et quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de New York. Donc c'est quelqu'un que je respecte, qui fait rentrer des gens dans les bibliothèques, dans les librairies, qui a des lecteurs fidèles. Et donc je respecte tout ça et je respecte la personne car il est bien élevé et je me suis bien entendu avec lui. Alors Zoé, justement qui rebondit sur la question autour de Marc Lévy, quels sont les auteurs contemporains que vous aimez? Alors les auteurs contemporains que j'aime, c'est plutôt des auteurs. J'aime beaucoup cette nouvelle vague qu'il y a dans le thriller français, des gens comme Maxime Chatham, avec qui je suis assez ami, des gens comme Franck Tillier, comme Jean-Christophe Granger. Euh, Ça, c'est dans le côté voilà, littérature Un peu thriller au aussi. thriller, voilà. Après, dans une littérature, disons, plus littéraire, j'aime beaucoup Annie Ernaux. Et sinon, dans les anglo-saxons, mon livre culte, c'est Le Prince des Marais de Pat Conroy, qui est un magnifique livre, un très gros livre, mais qui brosse à la fois une magnifique histoire d'amour, une saga familiale qui se passe aussi dans le sud des États-Unis, qui se passe à New York. Pour moi, voilà, l'un des grands romans américains de ces 20 dernières années. Élise qui vous remercie, qui vous remercie. Merci d'avoir répondu à ma question, la question sur Je vous en prie, l'addiction. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci pour les moments de détente que vous nous offrez. c'est très gentil. Et là, vous êtes très nombreux à poser des questions. Alors continuez. Et moi derrière, il faut que je m'y retrouve pour poser les différentes questions. Nico, alors Nico, seriez-vous prêt à changer votre style pour aller chercher le Goncourt? Ah, absolument pas. C'est-à-dire que dès le départ, pour moi, c'était clair que voilà, j'étais dans une littérature de l'imaginaire, tournée vers les lecteurs. Mhm. Euh, et donc voilà, enfin, je me vois mal faire autant d'efforts et rester immergé comme ça pendant un an uniquement pour avoir un prix si prestigieux soit-il. Par contre, et je le dis sans démagogie aucune, ce retour et cet engouement des lecteurs, ça vous porte et ça vous donne une force, ça vous donne un désir et une envie de continuer et d'essayer de faire mieux davantage, enfin, à chaque nouvelle histoire. Nous avons Patou 27400. Patou 27400, bonsoir. L'appel de l'ange est-il le nouveau style d'écriture de Guillaume Musso et va-t-il abandonner la comédie romantique et se lancer dans le policier? Non, enfin, je peux pas vraiment répondre à ça. C'est-à-dire, pour moi, l'écriture, c'est vraiment tellement le domaine de la liberté absolue que, que finalement, je sais pas si demain j'ai envie d'écrire une pièce de théâtre, je l'écrirai. Si j'ai envie d'écrire un roman d'aventure, pareil. Donc, il n'y a pas de. J'aime comme ça un petit peu, de plus en plus, aller explorer des territoires que je n'ai pas encore explorés, sur lesquels on m'attend pas forcément. Donc,
Il n'y a pas de préméditation, il n'y a pas de ligne tracée. Je vous dis, le prochain roman, je ne sais pas encore. Voilà, il y a plusieurs styles. Voilà, dans le prochain livre, il y a deux, trois histoires différentes qui se profilent et qui sont finalement chacune dans un style différent. Donc voilà, je retiens vraiment cette idée de liberté, de désir et d'originalité, parce que j'aime pas les auteurs qui se répètent. Et il y a beaucoup d'auteurs que j'aimais bien il y a 10-15 ans et qui finalement me donnent l'impression d'écrire un petit peu le même livre Ouais, tourne en boucle. chaque année. Et c'est un danger auquel tout le monde hein, peut être soumis. Donc vraiment, je veux vraiment éviter ça et prendre du plaisir. Voilà, c'est comme un voyage. Voilà, on aime aussi, on aime retourner dans les endroits qu'on aime, mais on aime aussi explorer des territoires nouveaux. Alors, est-ce que vous savez quand vous allez vous replonger dans un imaginaire, vous replonger dans votre... Oui, je pense si tout va bien, à partir du mois de juin-juillet, où là je vais D'accord. me réenfermer, voilà, pour débuter une nouvelle aventure. Vous prenez un peu de repos entre les... Oui, je vais voyager dans les pays lesquels mes romans sont traduits dans plus d'une trentaine de langues et je suis souvent invité à rencontrer des lecteurs. Là, je vais en Angleterre demain, je vais aller à Hong Kong, je vais aller à Taïwan. Ça, c'est aussi un plaisir et un privilège que de pouvoir voyager et de voir finalement une même histoire peut avoir des échos Ouais. en Corée du Sud, au Brésil, en Espagne, à Paris. Et il y a quelque chose de magique voilà, dans cette relation finalement moi, qui m'unit au lecteur. Hmm. Et aux lecteurs de tous les pays, finalement, de tout Absolument. pays. Une question justement sur votre prochain roman. Est-ce que ce sera un nouveau roman fantastique? Je ne sais pas encore. Ben Donc, oui, voilà. vraiment, c'est pas que je ne veux pas répondre, mais je ne sais pas. JP qui vous demande ce qui serait pour vous, ce que serait pour vous le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire vis-à-vis de votre parcours d'auteur. Alors, le plus beau compliment, c'est je reçois beaucoup de courriers, que ce soit sous forme de mails, de messages, de courriers, courriers enveloppe, quoi. Et ce qui me marque, ce sont les gens finalement qui à la fois me disent je suis revenu vers la lecture grâce à vous. Euh, voilà, vous m'avez remis un petit peu le pied à l'étrier Mm. pour ensuite me replonger finalement dans le monde de l'imaginaire et trouver du plaisir après aussi à lire d'autres auteurs. Après, je reçois aussi beaucoup de messages de gens qui me disent voilà, votre roman m'a aidé dans un moment difficile de ma vie. Euh, voilà, bon, c'est pas un miracle, mais il y a ce. Voilà, et parce que moi, dans ma vie aussi, très souvent, la fiction a eu ce rôle-là. C'est-à-dire dans les moments un petit peu de blues, de tristesse, que ce soit après euh, un chagrin d'amour, un problème professionnel, une histoire d'amitié qui se termine mal. Très souvent, voilà, je me suis réfugié dans la fiction et il y a certains romans, il y a certains films comme ça qui ont en quelque sorte un petit peu changé ma vie et qui m'ont voilà, qui m'ont permis de rebondir, de reprendre espoir, ou alors qui m'ont simplement voilà, rendu le sourire pendant 5 à 6 heures dans des périodes un peu noires. Donc je crois vraiment beaucoup, moi, à ce pouvoir de la fiction comme échappatoire un petit peu, et comme moyen de déconnecter avec une vie quotidienne, souvent quand elle est un petit peu difficile.
Une question sur le chat. Continuez à poser toutes vos questions à Guillaume Musso. Il nous reste 24 petites minutes en direct sur RTL.fr. Alors, une question de Julien. Bonsoir Julien. J'ai lu que votre livre était un thriller. Thriller Comme vous voulez. était un thriller romantique. Comment le définiriez-vous par rapport aux thrillers comme Harlan Coben? Et qui aimez-vous parmi ces auteurs de thrillers? Alors parmi les auteurs de thrillers, oui, Harlan Coben fait partie des auteurs que je lis toujours avec plaisir, qui a cette capacité. Lui, il est dans un genre que je qualifierais de thriller domestique un peu. C'est-à-dire on est au sein de la famille et il y a toujours des personnages comme vous et moi il se met à arriver comme ça des choses un petit peu extraordinaires. Je vous ai parlé de Maxime Chatham, de Granger, des auteurs américains aussi. J'adore Denis Lehane, qu'on a magnifiquement adapté au cinéma, à la fois Clint Eastwood avec Mystic River, Martin Scorsese avec Shutter Island, même Ben Affleck avec un film qui s'appelle Gone Baby Gone. Euh, donc, moi, j'ai pas de véritable définition de ce que j'appelle un thriller romantique, disons. J'ai voulu vraiment jouer avec les codes de deux genres que j'aime bien. La comédie romantique, je suis très très client de ça parce que souvent, voilà, dans les bonnes comédies, je pense certaines avec Hugh Grant ou alors quand Harry rencontre Sally, on en ressort, on est joyeux, on a envie de tomber amoureux. Donc voilà, c'est des sortes de feel good movie, vous voyez, on est voilà, on est bien. Donc j'aime beaucoup ce genre-là et j'aime aussi beaucoup avoir peur à travers le thriller. Donc c'était voilà, c'était euh, pas dérouter le lecteur, mais lui proposer quelque chose qu'il n'avait pas lu avant, c'est-à-dire partir vraiment sur les codes de la vraie comédie romantique américaine et d'un seul coup, voilà, basculer vers une enquête et vers quelque chose avec peut-être davantage de rythme, quelque chose de plus nerveux. Bon, ça reste quand même un couple qui enquête, qui s'engueule un petit peu souvent, donc ils sont à la fois ils sont dans la fièvre de cette histoire d'amour naissante, mais ils sont pas dans une période de leur vie aussi où ils ont forcément envie d'aimer. Enfin, l'amour leur tombe un petit peu dessus comme ça, alors qu'ils sont sur cette enquête qui les immerge vraiment. Euh, donc, euh, donc voilà, donc c'est ce croisement-là entre la comédie romantique et la fièvre un petit peu de l'enquête que j'ai voulu explorer ici. D'accord. Est-ce qu'on lira bientôt ou un jour un roman biographique? C'est Ronan sur le chat Non, qui le non, parce demande. que vraiment la vie de mes personnages est vraiment 10 fois plus intéressante que ma vie. Donc, alors, bien sûr, je puise des éléments biographiques ou je puise des... Parce que finalement, un roman, c'est une histoire qui est vue à travers la sensibilité de son auteur. Donc, oui, tout ce qui peut arriver dans ma vie, d'une façon ou d'une autre, se retrouve dans les romans, mais pas de façon... ça n'est jamais un décalque de la vie, c'est plutôt voilà des, des choses que j'ai pu ressentir ou qu'ont pu ressentir mes proches, mais non, en tout cas, il y a la veine autobiographique, je laisse ça à d'autres. Nous avons Sophie in London. Sophie in London, vous parcourez la France pour les dédicaces de vos romans. Monsieur Lévy vient régulièrement chez nous. À quand, Monsieur Musso in London? Je crois que je peux y répondre. À Demain, Londres, vous êtes ah en oui, Angleterre. demain et après-demain, je suis en Angleterre, mais c'est vrai que j'envisage de faire une séance de signature à un autre moment aussi, parce que j'aime beaucoup l'Angleterre, une partie du roman d'ailleurs s'y déroule aussi, donc oui, il y aura une séance de signature à Londres, alors pas demain ou après demain, où c'est plutôt Des des rencontres. médias, Ouais. mais très prochainement.
Bon, de toute manière, nous invitons à aller sur le site des éditions XO, mais aussi sur le site guillaumemusso.com Pour les signatures. pour toutes les dates et les lieux de vos signatures. Est-ce que vous pensez, c'est Fabien qui se pose la question, est-ce que vous pensez que l'Appel de l'Ange sera adapté au cinéma? Alors, j'ai déjà reçu beaucoup de messages de gens qui me disent ah, ça ferait un bon film. Bon, quand j'écris, je pense jamais cinéma parce que cinéma, ça veut dire contrainte. Ouais. Dès que vous écrivez New York, d'un seul coup, ça veut dire qu'il faut transporter une équipe technique à New York, prendre peut-être des acteurs américains. Donc voilà, donc je ne raisonne absolument pas en termes de film quand j'écris. Je raisonne alors en termes d'image et de rythme, mais je me dis pas j'écris pour que ça devienne un jour un film. Il y a déjà eu un de mes romans qui a été adapté au cinéma avec John Malkovich, Romain Duris et Evangeline Lilly, l'héroïne de Lost. Moi, c'est un film que j'aime bien. Certains de mes lecteurs l'ont trouvé un peu sombre, un peu noir, un peu lent parfois. En tout cas, je suis content que ce film existe. Moi, j'ai un droit de veto sur mes romans et donc il n'y aura de nouvelles adaptations de mes romans que si je participe moi-même au scénario parce que j'ai envie d'une adaptation qui soit plus fidèle désormais au roman. Je continue à recevoir beaucoup de propositions. Là, il y en a deux qui me sont venus à la fois pour La fille de papier et pour Je reviens te chercher. Ça peut déboucher, mais c'est pas certain. Donc il n'y aura de nouveaux films que si vraiment j'ai un droit de regard et que si je suis moi-même impliqué sur l'écriture du scénario. D'accord. Nina, sur RTL.fr, avec la dictée d'Ella, vous Oui, avez participé à la campagne pour lutter contre les leucodystrophies. Alors pourquoi cette initiative et cet engagement? oui, c'était vraiment un projet vraiment qui m'a beaucoup touché. Bon, on me l'a proposé, je connaissais déjà Ella, j'étais très honoré d'écrire ce texte et surtout très touché, très ému par toutes les rencontres que j'ai pu faire par la suite, notamment avec des familles de parents comme ça, d'enfants atteints par cette maladie. Euh, Moi, je suis sensible à ça. Je sais que ma mère est bénévole au Restaurant du Cœur. Pendant longtemps, des gens proches de moi travaillaient avec des enfants handicapés. Donc vraiment, je ne vis pas dans une bulle. Euh, et donc voilà, si j'arrive à trouver un engagement qui ait un sens, ben oui, j'y réponds par la positive, bien sûr. 314 Fabrice, c'est le pseudo 314 Fabrice. Quand vous débutez un nouveau livre, avez-vous peur de l'échec? Vous êtes désormais tellement reconnu, vous arrive-t-il de craindre de décevoir votre lectorat? Bah oui, oui, ça serait une déception, je serais déçu si effectivement il y avait un nombre de lecteurs conséquent à qui mon livre déplaît. Mais vous savez, quand vous écrivez, si vous commencez à penser vraiment à tout ça, vous n'arrivez plus à écrire. Si vous dites, oulala, mais mon livre va être lu par des centaines de milliers de lecteurs, vous êtes paralysé. C'est pour ça que moi, j'essaye pour chaque roman de me remettre un petit peu dans les conditions dans lesquels j'ai écrit mon premier livre. Notamment, je travaille toujours avec la même éditrice, Caroline Lépée, qui a mon âge et voilà, qui m'a connu avant le succès. Et c'est réconfortant parce que elle continue
on continue à se parler comme quand on se parlait avant que je vende Ouais. beaucoup d'exemplaires. Et donc, il y a cette relation de franchise. Voilà, lorsqu'elle pense que je peux écrire un chapitre en étant plus inspiré, elle me le dit. Et donc, c'est important d'avoir au moins une personne que vous avez connue comme ça avant le succès et qui continue vraiment à vous dire la vérité sur ce que vous écrivez et au besoin à vous dire bah, finalement non c'est pas bon, recommence. Ou enfin en tout cas je sais que lorsqu'elle me dit tu peux mieux faire, c'est qu'elle le pense. Et donc j'ai cette envie de pas la décevoir non plus. Ouais. Ouais, c'est une relation primordiale pour Ouais, vraiment rester. ouais, exactement. Nous avons reçu un mail qui a un rapport avec cette question. Prêtez-vous une grande attention aux critiques littéraires sur vos romans? Je ne les évite pas. Elles, elles sont bonnes là pour les deux derniers romans, ça m'a fait plaisir, mais à la fois, bon, quand vous lisez une critique positive, allez, ça flatte votre ego pendant une minute. De même, une critique négative, ça ne change pas votre vie. Donc vraiment, je prends énormément de distance par rapport à ça. En plus, je sais vraiment quel est le sens des priorités. Enfin, je sais pas, voilà, perdre son boulot, Mm. c'est un drame. Apprendre que vous êtes atteint d'une maladie grave aussi. Ne pas savoir où vous allez dormir le soir aussi. Après, lire une mauvaise critique de votre livre euh, dans un journal, c'est rien. C'est Mm. une piqûre de moustique. Donc il faut savoir aussi voilà, hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas dans votre vie. Puis la critique a le droit, et c'est très sain voilà, d'avoir des critiques. Et même quand vous avez du succès, avoir des critiques, ça vous aide aussi à voilà, pas avoir non plus la tête qui enfle trop. Donc tout va bien. Donc les critiques plus votre éditrice, c'est Voilà. ça? On a pas mal de questions. Vous êtes très nombreux et nombreuses à poser des questions. Euh, on a beaucoup de questions sur les prénoms. Alors, Oui. je vais en extraire deux. Justine H. Comment trouvez-vous les prénoms de vos personnages? Et Matt, ce qui est toujours extrêmement fort dans vos livres, ce sont les détails des personnages et l'attachement que l'on a pour eux. De quoi vous inspirez-vous pour les inventer? Pour Madeleine et Jonathan, par exemple. Alors les prénoms, c'est vrai que je ne commence un roman que quand j'ai vraiment les prénoms des personnages. C'est un processus complexe, difficile à vraiment expliquer, Mhm. à rationaliser. Voilà, pourquoi un prénom va coller à un personnage et pourquoi pas. Et j'ai pas de méthode. Là, Madeleine, bon, elle est anglaise, mais je voulais un prénom qui soit à la fois anglo-saxon, mais qui pourrait être quand même français. Euh, et je sais que ça m'est arrivé d'être bloqué pendant 2 mois, 3 mois, parce que j'avais pas le prénom Oui. qui convenait pour un personnage. C'est-à-dire que sur un roman, vous Euh, démarrez par la Bible des c'est personnages, ça, les décors absolument. éventuellement. Je démarre en faisant effectivement une Bible, en fait une biographie détaillée d'une dizaine de pages de chacun de mes personnages. Alors ça peut être à la fois ses goûts musicaux, ça peut être ses films, ça peut être quel est le prénom de sa grand-mère, à quel âge il a embrassé pour la première fois sa petite amie. Donc il faut que je les connaisse moi parfaitement pour être vraiment en empathie Mm. avec eux, parce que je vais vivre pendant un an avec eux. Et à partir de ce moment où vous êtes en empathie, voilà, vous êtes armé pour lancer finalement vos personnages dans l'aventure. Et si tout se passe bien, il y a toujours un moment qui est assez merveilleux et assez angoissant à la fois. C'est ce moment où les personnages, où vos personnages vont se mettre à avoir envie de faire des choses auxquelles vous ne les prédestiniez pas forcément. Oui, ils sont C'est-à-dire complètement que, lâchés. voilà, c'est-à-dire que moi je pars, j'ai un plan pour quand même savoir où je vais,
mais de plus en plus, en cours d'histoire, il y a des personnages comme ça qui se détachent, qui prennent l'ascendant un petit peu sur d'autres, et qui se mettent voilà, à vouloir occuper l'espace. Et donc parfois il m'arrive de me retrouver en conflit finalement avec mes personnages. Pour ceux qui liront ce roman, vous allez voir, il y a un personnage qui s'appelle Danny Doyle, que j'avais pas du tout, qui au début devait faire 3 pages et qui est devenu une sorte de clé de voûte de l'histoire. Voilà, ce personnage s'est imposé à moi, il revenait à la charge dans mon imaginaire, il m'a finalement obligé, mais pour le bien du livre, finalement, à retravailler complètement la deuxième partie du roman. Et tout ça, voilà, tout ça, c'est ce bouillonnement incessant de la création qui est vraiment difficile à rationaliser a posteriori. C'est pour ça que je me méfie toujours un petit peu des auteurs qui racontent finalement de façon très limpide la création d'un roman, alors que enfin, pour moi, ça me paraît être quelque chose qui se fait quand même dans la confusion, dans le bouillonnement, dans le chaos, davantage que selon un schéma vraiment complètement établi. Vous êtes comme un journaliste, vous êtes le témoin de l'aventure de vos personnages Souvent, qui alors évoluent. j'en suis l'initiateur, le démiurge au début, jusqu'à ce qu'ils essayent de prendre le pouvoir sur moi. Alors, Edouard qui est sur le chat, et Elliot Cooper, vous êtes inspiré par des personnages que vous côtoyez? Alors, Elliot Cooper, c'est un personnage finalement qu'on retrouve dans presque tous mes romans. Alors, c'est à la fois le héros principal d'un roman qui s'appelle Seras-tu là, dont je vous parlais précédemment, qui est un roman, une sorte de retour vers le futur romantique, une histoire de voyage à travers le temps. Ce personnage, j'ai une sympathie et un attachement pour lui. Les lecteurs aussi. J'ai reçu beaucoup de courriers et je peux pas m'empêcher à chaque roman finalement, ou presque, d'essayer de lui faire, vous savez, un peu une apparition à la Alfred Ouais. Hitchcock. Euh, En silhouette, voilà, il vient, il oriente un petit peu l'histoire et après il s'en va. Donc c'est aussi devenu un jeu avec les lecteurs qui attendent de voir s'il y aura Elliot ou pas dans les romans. Et donc pour moi, c'est un peu devenu un ami, voilà, qui revient me faire sa petite visite C'est annuelle. un clin d'œil régulier Voilà. dans chaque livre. Fabien, quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur pour réussir une carrière littéraire telle que la vôtre? Alors c'est souvent, ça vraiment, c'est une question à laquelle j'ai toujours du mal à répondre parce que moi je n'ai pas trop suivi de conseils. Je me souviens quand je voulais écrire, chaque fois que je voyais parfois des émissions avec certains écrivains un petit peu péremptoires qui donnaient des conseils, je sais pas, ça me paraissait toujours un peu bizarre. Euh, Moi, j'ai beaucoup lu, j'ai j'ai essayé de cultiver voilà ce que je sentais comme étant l'un de mes talents. Enfin, c'est-à-dire faut essayer de cultiver vos points forts. Moi, je sais pas, c'est à la fois, voilà, je me sens à l'aise dans l'empathie avec certains de mes personnages, dans les dialogues, dans les intrigues à rebondissement, dans le monde de l'imaginaire. Euh, donc voilà, après le succès, vous savez, on dit souvent le succès, c'est une grosse part de travail, une énorme part de chance et une petite part de talent, mais par talent, voilà, il faut plutôt entendre voilà, ce que vous avez vous que les autres Ouais. n'ont pas. Et c'est cette singularité finalement, je pense qu'il faut essayer de cultiver. Et c'est la passion que l'on cultive et les points Exactement, forts voilà. Euh, oui, il y a Corinne qui revient sur la Bible des personnages, la Oui. manière que vous avez de les laisser évoluer après.
Et en gros, c'est plus un commentaire, mais en même temps une question. Vous faites la biographie des personnages comme dans La fille de papier, en sorte. Exactement, oui, c'est vrai que la fille de papier, finalement, livre un peu certains de mes habitudes et de mes rituels d'écriture. C'est mon livre le plus personnel parce que le héros est un écrivain qui, sur certains points, effectivement, enfin, pas ces points décadents, parce qu'il est vraiment très, très, enfin, dans une période assez difficile de sa vie, mais en tout cas, l'amour et l'empathie qu'il peut avoir pour ses personnages et sa façon d'écrire, effectivement, se rapproche de la mienne, absolument. D'accord. Là, nous sommes dans les 3 dernières minutes de ce chat exceptionnel avec Guillaume Musso. Continuez à poser des questions. Nous vous réservons une petite surprise dans les 3 dernières minutes. Mais juste avant, je pose une question. Ah non, ben la surprise arrive. Georges Lang, bienvenue. Salut Georges. Salut Guillaume, ça va? Ouais, très content de ta visite. Ah bah je suis Que chez moi. Ben oui, Bienvenue chez bien nous. sûr. Et Georges, j'écoute son émission très souvent en période d'écriture, c'est-à-dire que j'écris très souvent la nuit et donc je suis très souvent à l'écoute de la collection dès 23 heures et après des fameux nocturnes jusqu'à 3 heures du matin. Et donc très souvent j'arrête d'écrire à 3 heures lorsque tu arrêtes ton émission. Alors, C'est Georges. sympa, je voulais pas le croire quand on me l'avait dit. C'est c'est- Bernard est-ce Lehu que qui m'a dit l'inverse est ça. vrai Et je t'envoie des Oui, il m'envoie messages des mails, il me parfois. tient au Oui, oui, courant, oui. on est devenus copains, quoi. Il a déjà fait les nocturnes, la Avec programmation, plaisir, ouais. et il m'apprend plein de choses sur New York, une ville que je connais moins que lui, parce que moi je suis un passionné des États-Unis, mais je connais mieux Los Angeles. Par contre là, je peux lui faire la leçon. Bien sûr. Et alors nous avons toujours un sujet de discussion, c'est que lui il préfère San Francisco à Los Angeles pour la Mais parce que Californie. je connais moins, mais Et il le faudra personnage que je m'y mette. À un Viens- restaurant viens à là, San Francisco, à San restaurant Francisco. Exact. Alors je t'ai amené un petit Ah, cadeau, tu parce aimes- que je oui, sais que tu aimes la que musique, je j'adore sais ça. que Alors tu là, aimes... vraiment, ouais, tu me fais très plaisir là. Tu aimes New York Ouais. et c'est là le plus bel ambassadeur, je ne sais pas si on le voit à la caméra, Billy Joel. de la musique East Coast, c'est Billy J'adore Joel. ça, effectivement. Il a donné un concert, il en a même donné 2, juste avant qu'on démolisse le stade. D'accord. C'était il y a 2 ans, le disque vient de sortir. Alors à l'intérieur, c'est génial, tu vas voir. 2 CD et 2 DVD, toute super. l'histoire du Shea Stadium, c'est à toi, avec des invités extraordinaires comme Paul McCartney. Ah bah qui est Ou mon, bien, mon dieu je aussi. peux t'en donner que quelques-uns, je sais pas, je les vois plus parce qu'il s'écrit tout petit. Tony Bennett, qui est un crooner Que qu'on je adore. cite, Ou dans bien un encore mail. Garth Brooks, un chanteur de country. D'ailleurs, nous devons aller tous les deux à Nashville Oui, bientôt. oui, on s'est dit. Voilà, c'est pour toi. Super, merci, ça me fait très très plaisir. Bah, merci d'être passé par Merci. RTL. C'est pour Merci. nous un grand honneur. Merci. Au revoir. Vraiment. Au revoir Georges, merci. Merci Georges, à bientôt. Allez, toute dernière question et nous terminons ce chat, cette rencontre exceptionnelle. Une question amusante enfin. Comment trouvez-vous et sélectionnez-vous les citations des débuts de chapitre? Est-ce qu'on peut vous en envoyer si on en aime bien? Ah ben bien sûr, oui, c'est vrai que Question de Tom certains lecteurs m'en envoient déjà. En fait, c'est une habitude que j'ai prise quand j'avais 15 ans. C'est ma mère était bibliothécaire, donc je vivais comme ça au milieu des livres et chaque fois que je trouvais une phrase qui provoquait en moi une émotion, je la notais. C'est resté et voilà, il y a un petit jeu qui s'est instauré aussi avec les lecteurs et certains lecteurs m'en envoie et j'ai gardé de mon métier d'enseignant cette passion de faire partager finalement la culture. Et il y a rien qui me fait plus plaisir lorsque certains lecteurs me disent voilà, ben, la citation que j'ai trouvée dans un de vos livres m'a renvoyé vers Gabriel Garcia Marquez, vers Albert Cohen, vers Pat Conroy. Donc ouvrir la porte aussi vers l'univers d'autres auteurs. Ça, c'est très important aussi. Et un livre est un dialogue en quelque sorte avec le lecteur. Oui, oui, et on passe d'un livre à l'autre, on passe d'un auteur à l'autre, d'un univers à l'autre. C'est le bouche à oreille, c'est les conseils. Et moi, c'est vrai qu'il n'y a rien aussi qui me fait plus plaisir que lorsque il y a un ami ou un libraire voilà, qui me conseille un livre et qui me dit voilà, lis ça, tu vas aimer, ou là tu vas être surpris. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup faire découvrir aussi d'autres auteurs à mes lecteurs. Merci beaucoup Guillaume. Merci Je vous laisse beaucoup. juste le mot de la fin pour les internautes qui étaient nombreux ce soir à poser beaucoup de questions. On n'a sans doute pas pu poser les questions de tout le monde, mais on a essayé d'en extraire le plus possible. L'appel de l'ange, donc en librairie depuis le 31 mars aux éditions XO.
Et je vous invite du coup à aller sur le site des éditions XO, mais également le site guillaumemusso.com pour toutes les signatures. Je vous laisse le mot de la fin, Guillaume. Il est à Donc vous. un immense merci pour cette rencontre, pour cet échange, pour vos questions pertinentes, pour vos encouragements. Et donc à très bientôt, en tout cas pour un exercice similaire. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt.